Léa Moscona. Et c'est l'heure de la signature du vendredi, c'est celle du rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de Judaïsme en mouvement et on va parler des relations parents-enfants, bien sûr, thème repris par la paracha de cette semaine, c'est la paracha Toldot. On peut peut-être commencer par une des questions de définition. Et oui, il faut toujours définir le nom de la paracha et cette semaine, elle s'ouvre avec cette idée de Toldot. Et qu'est-ce que ça veut dire Toldot ? On a différentes manières de traduire ce mot. Parfois, on va le traduire par l'idée d'histoire. C'est-à-dire, par exemple, si je vous parle de Toldot Am Israël, de l'histoire du peuple juif. Mais le mot Toldot, si on le traduit, je dirais, communément par histoire, en réalité, quand on s'intéresse à son étymologie, veut dire autre chose. En français, le mot d'histoire, historia, c'est quelque chose qui va venir du grec et c'est l'idée de mener une enquête et de chercher à retrouver, établir des faits d'une façon précise. Le contexte en hébreu, du passé. Toldot, c'est un mot dans lequel on entend Yeled, dans lequel on entend l'enfant, dans lequel on entend la naissance et qui va désigner les engendrements, le fait d'avoir une génération qui passe, une génération qui va, et donc un renouvellement de l'espèce d'une certaine manière, et donc l'idée des engendrements, des générations, qui fait que ce qu'on appelle l'histoire, en réalité, c'est pas tellement les faits, c'est pas tellement, je dirais, l'histoire au sens large, avec un grand H, comme on peut l'entendre parfois, et comme on l'écrit pour comprendre le monde tel qu'il va, mais ici, l'histoire dans un prisme juif, dans un prisme lié à la manière dont l'emploie la Torah, c'est avant tout le passage des générations. Et donc, on n'est pas dans des faits froids, on n'est pas dans des idées abstraites, mais on sera au contraire avant tout au niveau de l'humain, au niveau de l'intime, dans l'histoire des hommes, des femmes, dans l'histoire des enfants, dans l'histoire des familles qui vont vivre cette histoire, mais qui sera avant tout un passage humain d'une génération à l'autre. Une sorte de généalogie, finalement. Une sorte de généalogie, exactement. Alors, si on en arrive à cette paracha de cette semaine, Rebecca Rivka est enceinte et elle a 2 enfants. Elle est enceinte de jumeaux. Ce sont 2 frères, Esav et Yaakov, et ils sont très différents. Ils sont très différents. Alors, je serais tenté de vous répondre. Il y a 2 choses à dire. La première, c'est par définition, on prend acte ici du fait que chaque être humain est différent de l'autre. Mais là, il y a quelque chose de particulier, c'est que tout va être intensifié par leur gémellité. On sait que dans la Torah, les frères et sœurs, heureusement, malheureusement, c'est un fait, c'est pas toujours quelque chose de facile. On a le souvenir, il y a quelques semaines, Bereshit, Caïn et Abel, et le fait que le premier couple de frères, c'est une aventure qui finit par le fratricide, par la mort de l'un des deux sous les coups de l'autre. Là, on avait affaire à 2 frères nés du même père et de la même mère. On a vu plus récemment le fait que le contexte ne rendait pas la relation entre Isaac et Ismaël facile. Mais là, il y avait cela peut-être de différent qui était lié à la rivalité qui pouvait exister entre les mères. Et on a 2 mères différentes, Agar pour Ishmaël et Sarah pour Yitzhak. Ici, d'une autre manière, on aurait pu se dire tout était fait pour que les choses se passent bien dans la mesure où ce sont non seulement les mêmes parents, mais c'est des jumeaux, des enfants qui vont être dans le même ventre, qui vont avoir la même gestation. Et pourtant, Rebecca sent les enfants s'entrechoquer et elle va aller demander à Dieu, qui va lui dire, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un messager. Il y a les Midrashim qui ne sont pas forcément d'accord sur cela. Qu'est-ce qu'il va lui dire ? Qu'elle a Shne Goïm Bevidner, qu'elle a 2 peuples dans son sein. Elle a 2 peuples dans son ventre. Alors, à ce sujet, on peut noter le fait que la manière dont on écrit le mot de Goïm, les peuples, est assez particulière. Parce que on le lit, on le prononce de cette manière-là, les peuples au pluriel, mais la façon dont le mot est écrit dans le texte de la Torah, on pourrait lire Egeim, ça veut dire de fierté, de personnalité forte sont dans ton ventre. Et le fait est que les 2 vont être particulièrement intenses et les 2 vont être en réalité très très différents l'un de l'autre. Parce que pour schématiser, on a Esav qui sort
tout fait, tout poilu, tout terminé d'une certaine manière, alors que Yaakov, celui qui suit, c'est un être qui est en devenir. Il est pas tout à fait terminé, on pourrait dire. Il va devoir s'éduquer, il va devoir apprendre pour grandir. Donc c'est quelqu'un qui a une vraie marge de progression dans son existence. C'est le petit frère. Là, c'est le petit frère. Mais là où l'autre, on pourrait se dire, il n'y a pas forcément de grandes attentes. On a un des frères, Esav, dont on va dire qu'il va dans les champs, un petit peu comme son père. Et l'autre, Yaakov, qui va rester dans la tente, un petit peu comme sa mère. Et le fait est qu'on va se dire, les deux, ça va être des incarnations de deux modalités d'être au monde. Et évidemment, la grande interprétation, c'est l'idée que Jacob, qui va devenir Israël, il va porter en lui des caractéristiques qui vont être les caractéristiques du peuple juif, dans le sens où on va dire parfois qu'il est plus introverti, mais son domaine de prédilection, c'est l'étude, c'est quelqu'un de réfléchi, et il se dit, son univers, c'est pas forcément l'empire, la conquête du monde, mais c'est fondamentalement quelque chose qui va être lié à l'essence, à l'intériorité, à la compréhension des choses, plus qu'à leur conquête. Alors, vous le disiez, ce sont des frères jumeaux, le même père, la même mère. Ils sont très différents, mais on pouvait s'attendre à ce que aussi le rapport avec leurs parents soit équivalent. Et pourtant, et là, c'est un peu un crève-cœur, je trouve, monsieur le rabbin. Il y a des préférences. Yitzhak préfère Esav et Rivka préfère Yaakov. Là encore, il y a une autre différence dans l'amour des parents. Alors effectivement, on pourrait se demander qu'est-ce que la Torah. Et la Torah, elle dit pas nécessairement l'être humain comme il devrait être, mais plutôt tel qu'il est. Et donc on a souvent quelque chose de très réaliste à tous les niveaux, et notamment dans le cadre de ce qu'est l'éducation d'un enfant ou de deux enfants ici. Et donc, souvent, on peut se poser la question, les personnages bibliques, est-ce que ce sont nos modèles ou est-ce que ce sont des anti-modèles? Et on peut se dire un petit peu des deux. Il n'y a pas de perfection chez les héros de la Torah. La perfection, elle n'est pas de ce monde, elle n'est pas chez eux, elle n'est pas chez nous, mais on a des clés qui nous permettent de réfléchir et qui nous permettent de chercher à se dire, par certains aspects, ils nous servent de modèle, par d'autres, ils nous renvoient un miroir qui exagère peut-être certaines des tendances ou des tentations qui peuvent exister chez chaque être humain, et il nous montre la manière dont on doit se prémunir de ce qui pourrait être une sensibilité d'un parent qui le pousse à avoir peut-être, non pas une préférence, mais plus de sensibilité pour un autre enfant, et qui montre qu'en allant dans ce sens, on risque de créer des précédents qui abîment la relation qui existe à l'enfant. Et donc ici, la Torah, elle ne nous sert pas forcément de modèle, mais elle renvoie un miroir grossissant qui nous aide à nous prémunir contre des tendances, des tentations, des pentes sur lesquelles on pourrait spontanément ou sans réfléchir glisser, et contre lequel on doit se préserver. N'empêche que c'est entre guillemets préférences, même si ce ne sont pas des préférences très marquées, mais n'empêche que ça va entraîner un certain sens des événements. La préférence de Rivka pour Yaakov, on sait ce que cela va entraîner. Finalement, elle va l'aider dans la ruse pour la bénédiction. Donc, c'est pas à prendre à la légère. Tout de même, c'est différence de relation. Par définition, rien n'est à prendre à la légère, et tous les détails comptent, et on a un petit peu affaire ici à la fameuse métaphore du battement d'aile d'un papillon sur l'océan qui va venir causer des réactions à l'autre bout du monde. Et ici, effectivement, on pourrait se dire on est dans quelque chose, entre guillemets, d'insignifiant. Des parents, leurs enfants, et pourtant on sait, et quand on connaît les schémas de Jacob, d'Ésaü, ce que vont nous dire les Midrashim, ce que va dire le Talmud sur Ésaü, Esav qui va représenter Rome, l'Empire, Yaakov qui va représenter évidemment Israël, la Judée petite, écrasée aussi même à certains moments par l'Empire, mais qui finit par accéder à l'éternité, puisqu'on peut se dire Rome était plus puissante que la région de la Judée il y a 2000 ans, et pourtant le peuple juif est toujours là alors qu'on n'a plus d'empire romain. Donc on a tous ces éléments-là qui sont en germe dans la paracha, et qui sont des grandes leçons, à la fois sur Toldot en tant qu'engendrement, qu'est-ce que c'est que d'être un parent, qu'est-ce que c'est que d'éduquer des enfants, mais sur Toldot en tant qu'histoire
avec la grande histoire, celle qui façonne les civilisations. Merci, monsieur le rabbin. Une paracha extrêmement intéressante cette semaine. Shabbat shalom à vous. Shabbat shalom. Et on se retrouvera la semaine prochaine.